Aujourd'hui, on est ensemble pour une balade sur les algues comestibles. Donc après la balade, ceux qui sont motivés, on pourra aller boire un coup. C'est la tradition au chemin de la nature. Toujours un moment convivial à la fin pour ceux qui veulent et peuvent. C'est une marée assez basse, on est à un coefficient 111. Donc on est quand même dans une assez grande marée, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir accès à des algues qui poussent justement sur le bas de l'estran. Parce que les algues vont avoir des niches écologiques, elles ne vont pas pousser toutes au même niveau de l'estran. Il y en a qui vont pousser en haut de l'estran, on va commencer par ça, et d'autres au milieu, et d'autres au plus bas. Et certaines algues, il faut vraiment que les marées soient les plus grandes possibles, donc 120, pour y avoir accès. Et puis d'autres, il faudrait avoir une combinaison, un masque pour y avoir accès, parce qu'elles sont encore plus loin. Quelle est la définition d'une algue? La définition d'une algue, c'est pas forcément d'être les pieds dans la mer. Parce qu'il y a des algues marines et il y a des algues terrestres. La définition d'une algue, c'est un organisme vivant qui fait de la photosynthèse. Pour le moment, c'est la même chose que pour les plantes, mais qui n'a pas d'embryon. En gros, lorsqu'il y a fécondation chez les plantes à fleurs, les mousses, les fougères, les conifères, il y a comme, on va dire, une structure qui protège cette fécondation, qu'on appelle l'embryon. Il n'y a pas ça chez les algues. Donc, en fait, si on ne sait pas ça, c'est difficile de le deviner, hein, mais c'est ça qui va faire que la salicorne qui pousse les pieds dans l'eau n'est pas une algue. Les algues n'ont pas forcément de lien de parenté dans l'arbre de la vie. On dit qu'elles sont polyphylétiques. Elles ne sont pas toutes dans le règne végétal. Il y a les algues rouges et les algues vertes qui font partie du règne végétal. Et les algues brunes, par exemple, qui font partie d'un autre groupe, le groupe des chromista, un autre règne. Et il y en a encore qui font partie du groupe des bactéries. Qui connaît par exemple le nostoc, crachat de lune? Non, ça vous dit rien? C'est une algue un peu gluante, gélatineuse qui pousse sur les graviers. Vous en avez peut-être chez vous. Donc il peut y avoir des bactéries qui font de la photosynthèse. Mais ces bactéries n'auront pas d'embryon. On connaît environ 50 000 espèces d'algues. La majorité, ça va être des algues microscopiques. Vous savez, les algues qui recouvrent les murs, où un tronc d'arbre est vert. Ça, ce sont des algues microscopiques. Et des macroalgues, c'est-à-dire des grandes algues marines, dans le monde, il y en a environ 10 000. Et en Bretagne, il y en a environ combien à votre avis? Allez, je prends les enchères. 5 000 ici. 3 000. Tu es bretonne. 3 000 ici. 4 008. 1000. 1000, là, on se rapproche. 600. Voilà, on est plutôt autour de 700 environ. 700 espèces d'algues. Première algue qui pousse sur le haut de l'estran. Comment elle s'appelle? Ouais. Donc ça, c'est une algue que vous trouverez même quand les marées sont petites. Dans le sens où elle est tellement haut sur l'estran que c'est quand même pratique, on y a accès un peu tout le temps, quoi. C'est ce qu'on appelle la pelvétie. Pelvétie canaliculée. Bon, en fait, vous n'êtes pas obligé de noter canaliculée parce qu'il n'y a pas d'autres pelvéties. Quand on parle de pelvétie, on parle forcément de cette espèce, mais bon, au moins vous savez qu'elle s'appelle pelvétie canaliculée, si vous voulez le nom complet. Elle fait partie des algues brunes, donc ce n'est pas une plante. Cette algue n'appartient pas au règne végétal. Elle appartient donc au règne des, on va voir si vous avez suivi, Oula, il y avait un Des- mot bizarre. chromista. Alors c'est une algue commune, très commune, comestible, qui va avoir un peu le même goût et puis la même composition en nutriments qu'une autre algue assez commune, hein, qui s'appelle l'ascophile noueux. Bref, c'est une algue qui est assez riche plutôt en minéraux, mais pas forcément en protéines. Il y a d'autres algues qui contiennent beaucoup de protéines. Ce n'est pas son cas, elle en contient un peu, mais pas énormément. Donc elle est plutôt intéressante pour ses minéraux. Et puis sinon elle est intéressante parce qu'elle est commune, parce qu'elle est plutôt simple à identifier, je vais vous expliquer comment l'identifier, et parce qu'elle est accessible toute l'année, et puis tout le temps, dans le sens où elle est haut sur l'estran, donc on y a accès tout le temps. Donc ça c'est quand même de grande qualité. Hein. Quand on donne une sorte de note à une plante, eh ben on prend tout ça en compte. Est-ce qu'elle est commune? Est-ce qu'elle est facile d'accès, facile à identifier? Et ensuite, il y a aussi bien sûr, est-ce qu'elle est bonne à manger? Mais ça dépend des goûts. Et ça dépend on va dire, des connaissances sur les préparations de ces algues. Pour prélever une algue, si vous voulez être sûr d'être,
on va dire, de respecter la loi, il faut utiliser un couteau. Les ciseaux, vous pouvez les utiliser en tous les cas en Bretagne, mais dans le nord de la France, uniquement le couteau est autorisé. Donc si vous êtes avec vos ciseaux en train de récolter des algues, vous risquez d'avoir une amende. Même si on coupe au bon endroit. Peu importe où vous coupez, je vous donnerai d'autres règles à respecter pour la cueillette des algues. Ça en fait partie. Si vous voulez être sûr de ne pas avoir d'amende et de pouvoir récolter des algues un peu où vous voulez sans réfléchir à la loi, mieux vaut utiliser un couteau. Beaucoup d'algues sont vivaces, pérennes. Ça veut dire qu'elles vivent des années. Et en fait, en les coupant et en laissant leur accroche et un morceau d'algue, elles peuvent repousser. Si on les arrache, on les tue. Donc c'est dommage, c'est un peu comme pour les plantes terrestres. Si elle est vivace et qu'on a besoin que des feuilles, on ne va pas la déraciner, ça n'a pas de sens. C'est pareil, dans l'idée. Si on l'arrache, on la tue. Il y a quelques espèces d'algues qui sont autorisées à l'arrachage, mais nous, dans nos cueillettes familiales, il n'y a aucun intérêt à les arracher. Même si c'est autorisé. Aucun intérêt, toutes les algues, il vaut mieux les couper et laisser l'accroche. Donc l'idée, c'est de la tenir dans la main, et puis de faire attention à ne pas l'arracher quand on coupe, quoi. Je vais vous expliquer après parce qu'elle ressemble à une autre. Donc là, ça c'est typique de cette algue, mais il n'y a pas que cette algue qui fait ça, c'est-à-dire cette division par deux. On parle de division dichotome à chaque fois. Hop, ça se divise en deux branches, puis deux branches, puis deux branches, puis deux branches, un peu comme l'arbre du vivant. Ça c'est une première chose. Ensuite, deuxième chose, je vous l'ai déjà dit, c'est une algue brune. Donc elle a une couleur plutôt brune. Parfois c'est légèrement un peu jaune, mais bon, on va dire brune. Et dans son nom, il y a un autre caractère, donc c'est pas si bête de retenir son nom complet. Canaliculé. Donc là, je vous invite à faire passer. Faites-vous passer un petit morceau. Et bien en fait, ça s'appelle le tal. Le tal, ou les lanières du tal, sont incurvées. Ça laisse comme un canal. Voilà. On pourrait mettre un petit peu d'eau et ça s'écoulerait. Est-ce que ça vous fait penser à une algue que vous cueillez? Est-ce que ça vous fait penser, ceux qui ne cueillent pas tout court, à une algue que vous connaissez? Le tigouane, non? C'est pas le tigouane? Non. Le tigouane? C'est en breton. T'as pas un autre nom? Je connais quelques noms communs, mais j'avoue que j'ai pas appris les noms bretons. Ah. Il y a une algue qu'on appelle pioca, qui lui ressemble, qui se consomme aussi, et qui a un pouvoir gélifiant assez fort. Et ça s'appelle le mastocarpe étoilé. Mais vous ne trouverez jamais du mastocarpe étoilé, pioca, sur le haut de l'estran. Donc c'est pour ça que c'est des informations importantes à retenir aussi, où est-ce que les algues poussent. À l'extrémité du tal, il y a comme des boursouflures, avec des espèces de petites boules, c'est un peu verruqueux, un peu comme des petites verrues. Et bien ce sont les parties reproductrices de l'algue. Voilà, il n'y aura pas ça non plus sur les piocas. D'ailleurs, c'est une des algues dont la période optimale pour la cueillette, c'est maintenant, l'automne. Parce que normalement, elle a fini sa reproduction, et puis elle est belle, elle pousse, elle est fraîche. Et voilà. C'est une algue qui peut se consommer crue et cuite, et séchée, et lactofermentée. Donc en fait, beaucoup de choses sont possibles. C'est juste que c'est à tester aussi en fonction des consistances. Est-ce que la consistance vous plaît? Et puis, en fait, les goûts vont aussi changer. Bon, ça va changer au séchage, un petit peu. Ça va changer aussi si on les grille, en fonction de la manière dont on les cuit. Si c'est frit. Donc tout ça, c'est des petites variations. C'est le genre d'algues. Typiquement, si on les fait frire, elles vont développer des goûts très proches du poisson, quoi. Alors que si on goûte un petit morceau comme ça, c'est très doux. La réglementation par rapport à la cueillette. Là, j'ai dit qu'il ne fallait pas arracher, qu'il fallait couper. On va rentrer plus dans le détail après. Et par rapport aux quantités, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite par rapport à la loi. Maintenant, on cueille que ce qu'on va utiliser. Et puis, voilà, on ne gâche pas. Et il y a encore d'autres règles, mais sachez que par rapport à la loi, il n'y a pas de limite. Donc, si vous êtes motivé pour faire des concerts, des préparations, etc., vous pouvez cueillir et remplir votre panier. Il n'y a aucun problème. Cette algue que j'aime beaucoup, que j'appelle, je ne sais pas son vrai nom, que j'appelle l'algue fil de coca. Ça me rappelle les bonbons au coca de mon enfance. Ils sont un peu plus fins que nos fils coca de l'enfance. Non, son vrai nom, c'est la gracilaire. Gracilaire. Elle est gracile. Pour l'identifier,
Elle va être comme ça, cylindrique. C'est une algue rouge. Hein, on classe les algues depuis le 19e siècle environ. Hein, c'est notamment un Français qui a classé les algues pour la première fois en 3 groupes, les algues vertes, les algues rouges et les algues brunes. Donc ça fait depuis le 19e siècle qu'on a gardé cette classification. Et en général, les algues qui appartiennent à ces groupes ont la couleur de ce groupe. Mais parfois, notamment avec les rayons du soleil, elles peuvent changer de couleur, elles peuvent devenir blanches ou elles peuvent devenir jaunes. C'est son cas, la gracilaire. Là, elle est rouge. C'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'elle est plutôt fraîche. Mais elle peut parfois être jaune et beaucoup plus claire que ça. Donc, en gros, elle est cylindrique, peu ramifiée. Et puis quand on regarde de près, mais c'est pas systématique, là j'en vois pas, il y a comme des toutes petites boules dessus. En tout cas, c'est une algue comestible avec du recul d'usage, pas qu'en France. C'est apprécié notamment des Japonais. Ah là on voit les petites verrues dont je parlais. Regardez. Alors on peut les utiliser comme les faire blanchir et les manger comme on mangerait des nouilles. Au lieu de faire des nouilles sautées aux légumes, on fait de la gracilaire sautée aux légumes. Voilà, on peut en mettre un peu dans la salade comme ça. Hein, ça la plupart des choses que je vais vous dire en termes de comestibilité dans la balade, souvent ça peut être fait avec la majorité d'entre elles. C'est juste qu'il y en a qui vont avoir des textures, des consistances plus dures que d'autres. Et en général, celles qui ont une consistance plus dure, soit je les fais frire un peu comme des chips, soit je les mixe et ensuite je les hache très finement pour en faire des sauces. Et les algues comme ça qui ont une consistance très tendre, très sympa, elles peuvent aussi être tout simplement faites en salade. Donc bien rincées, éventuellement blanchies un peu. Et ensuite avec une petite sauce. Ou alors elles peuvent être marinées aussi dans de la sauce soja avec du vinaigre et du sucre. À utiliser comme une sauce, comme un condiment ensuite. Dans la formation en ligne sur les algues, on a fait des galettes carottes et gracilaires. Donc on a mélangé farine, carottes râpées, gracilaires et ensuite à frire à la poêle. Comme une galette salée, ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas une galette bretonne au sarrasin. Non, mais c'est une galette, vous voulez dire... Galette épaisse. Salée. Galette épaisse. Ouais, ok. Elle est souple, quoi. Salée, ouais. C'est pas un petit sablé. Non, c'est plutôt souple, ouais. Alors la gracilaire, on a tendance à la trouver soit accrochée au sable, soit à des petits cailloux, des petits graviers. Donc, ce genre d'algues, c'est pas facile de les couper, de pas les arracher. Parce que il faut vraiment. Bon, c'est possible, hein. Mais là, par exemple, je ne l'ai pas arraché. Il me semble que c'est notamment à partir des gracilaires qu'on a extrait l'agar-agar. Un autre E400 quelque chose. E406. Non, c'est pas la dulce. Par contre, c'est une algue rouge. Mais c'est pas la dulce. C'est une algue rouge que l'on appelle la gratteloupe du Pacifique. Gratteloupe. G-R-A-T-E-L-O-U-P-E. Gratteloupe. Soit je la fais en articulant, gratteloupe, soit je dis gratteloupe. Comme vous voulez. Alors c'est une algue qui peut mesurer plus d'1 mètre. Hein. Donc là, elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Elle est toute belle. Elle est toute comestible. Elle se mange. Et comme son nom l'indique, elle ne vient pas d'ici. Gratteloupe du Pacifique. Elle fait partie des algues exotiques envahissantes légèrement. Donc elle prend la place notamment de certaines autres algues rouges comme la dulce. Donc c'est le genre d'algues finalement pour lesquelles il y a un peu moins besoin de respecter les règles éthiques. Les algues exotiques, on peut y aller un peu plus. Après, quoi qu'il arrive, il ne faut pas se gaver d'algues. Hein. Surtout quand vous mangez une plante, un champignon, une algue sauvage pour la première fois, l'idée c'est d'y aller en petite quantité. Et de façon générale, les algues sont des aliments à manger en petite quantité. Ce n'est pas des aliments qu'on peut manger autant qu'on mangerait de la laitue terrestre. Hein. Je ne parle pas de laitue de mer, autant qu'on mangerait des courgettes. Parce que ça contient quand même beaucoup, notamment d'iode. Et par rapport à l'iode, il y a des quantités à respecter qui dépendent de chaque espèce d'algue. Bon, faut savoir qu'au Japon, hein, ils consomment 8 kg d'algues fraîches par personne et par an. Et la réglementation au Japon, est, par rapport aux quantités qu'ils peuvent ingérer, hein, par rapport à la quantité d'iode, elle est 5 fois supérieure à nos normes à nous.
Donc c'est pas parce que, a priori, ils n'ont pas une génétique particulièrement différente qui leur permet de manger plus d'algues que nous. C'est juste que, selon eux, il n'y a pas de problème sanitaire, pas de problème pour la santé à manger 5 fois plus d'algues que nos limitations, quoi. Donc peut-être un entre-deux si vous aimez les algues, et regardez la réglementation japonaise, celle de France, et vous faites un entre-deux, quoi. Mais on y va, quoi qu'il arrive, petit à petit. Comment identifier la gratteloupe du Pacifique? Elle va avoir des lanières non ramifiées. En gros, ça, c'est ce qu'on appelle une lanière. Elle part de son accroche et jusqu'au bout, ça reste une lanière simple comme ça. Non ramifiée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres ramifications qui partent de cette lanière. Donc il y a plusieurs lanières simples qui partent de la base. C'est un peu ondulé comme ça, assez fin, assez élastique. Rouge la plupart du temps, surtout quand elle est jeune. Par contre, quand elle prend le soleil, elle peut devenir jaune. Elle est comestible jaune aussi. En fait, à partir du moment où une algue est accrochée à un support, si c'est une algue comestible, elle est comestible. Maintenant, est-ce qu'elle est aussi bonne, jeune qu'avancée, etc. Ça dépend des goûts et puis des traditions. On va dire que souvent les arbres, on les consomme plutôt jeunes et tendres, la plupart du temps. Il faut qu'elle soit vivante finalement. Mais il faut qu'elle soit vivante. En fait, une algue qui n'est pas accrochée à son support, qui est échouée sur une plage ou qui est flottante, on peut considérer qu'il vaut mieux la laisser. Parce qu'il peut y avoir des développements de micro-organismes sur celle-ci et ça la rend potentiellement un peu toxique. Donc là, elle est accrochée à une pierre, comme vous voyez, donc elle est parfaite. Regardez, il y en a à perte de vue là, et à peu près toutes rassemblées au même endroit. On parle de ceinture d'algues. Derrière vous, regardez. Derrière vous, on a une autre ceinture d'algues. En fait, on voit en immense majorité une espèce derrière nous, qui est le Fucus denté. Et là, on voit une immense majorité de cette algue, vous voyez, qu'on appelle le haricot de mer, ou aussi appelé spaghetti de mer. C'est une algue brune dont le thalle, ça s'appelle le thalle, va entièrement être finalement dédié à la reproduction. Toutes les petites sortes de boutons, c'est ici que sont fabriqués les gamètes qui vont permettre la reproduction à cette algue. Alors que pour la pelvétie canaliculae, vous vous rappelez, c'était uniquement aux extrémités. Là, c'est la totalité du thalle qui est consacrée à la sexualité. C'est une algue un peu coquine, qui se mange. Et c'est vrai que moi, c'est une des algues, je crois, que j'ai le plus mangé dans ma vie. Et j'adore. Alors, ma petite recette préférée avec le haricot de mer, c'est de les faire blanchir, les faire bouillir. L'avantage de faire bouillir les algues, ou alors de les faire sécher et ensuite les faire tremper, réhydrater 1 heure, ou alors de les laisser tremper dans de l'eau tiède 5 minutes et de jeter l'eau à chaque fois. L'avantage de faire ça, c'est qu'on élimine 80% de l'iode qu'elles contiennent en faisant soit blanchir 30 secondes, soit réhydrater les algues séchées 1 heure et jeter l'eau, soit laisser tremper dans de l'eau tiède 5 minutes et jeter l'eau. En faisant ces 3 techniques, on élimine environ 80% de son iode, ce qui fait qu'on peut en manger plus. Par rapport aux réglementations, je disais, où c'est entre 1 et 10 grammes d'algues fraîches par jour, là on peut en consommer plus, quoi. Et donc ma recette, je disais que j'aimais les faire blanchir, les récupérer, les faire mariner. J'aime bien mélanger le citron avec les algues. Ensuite, une fois qu'ils ont bien mariné dans du citron pendant au moins une vingtaine de minutes, je les mets dans une feuille de nori. Je mets aussi des tomates séchées que j'ai fait réhydrater. Je mets de l'avocat. Je roule mes feuilles de nori, donc ça ressemble après à des maquis, quoi, en gros. Vous savez, les feuilles de nori qui permettent de faire des maquis. Et ensuite, je les trempe à nouveau dans une sauce, d'un mélange de sauce soja avec un tout petit peu de citron. Et je mange ça et je me régale. Voilà, c'est une recette possible, hein. Après, c'est très sympa aussi de les faire sauter à la poêle avec des légumes, hein, comme je disais pour la gracilaire, hein, comme des nouilles sautées aux légumes. Et quand elle est coriace comme ça, c'est sympa de les faire frire comme des chips. Hein, des chips en bâton là, à l'apéro. Très chouette. Parce que c'est vrai que là, franchement ça va. Il n'y a pas de fibres compliquées. Je veux dire, je peux le casser comme ça. On n'est pas sur de la... C'est juste plus épais, c'est juste un petit peu moins tendre. Mais ça reste une consistance très acceptable. Hein. Moi ça me va très bien ça. Et quand je dis faire frire, c'est soit directement dans de l'huile bouillante, soit à la poêle avec de l'huile. Ou alors badigeonner d'huile et au four. Comme des chips de n'importe quoi. Hein. Celles-là, elles ont quel âge?
Ah bah elles ont, quoi qu'il arrive, elles auront moins d'1 an. Hein, Ah ouais. parce que en fait, ça pousse dans l'année. C'est une algue vivace, mais la partie vivace, je vais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est la même algue. Ça va grandir au printemps et ça va devenir la grande algue ici. Et après, ce grand thalle, il va se décrocher, mais il restera le petit pédoncule avec le disque, qui lui est vivace, qui lui reste. Cette algue, il faut attendre qu'elle fasse 80 cm. Une fois qu'elle fait 80 cm, on la coupe au-dessus de ce petit disque. On peut attendre qu'elle fasse plus que 80 cm, hein, mais c'est interdit de la récolter si elle fait moins de 80 cm. Au-dessus de ce petit disque-là. C'est ça. D'accord. On n'arrache surtout Et pas. Là, celle-là, elle fait 3 mètres de long. Ah bah ouais, donc là c'est bon, on a le droit. ok. Si vous voulez tester des préparations, si vous avez l'habitude que de la manger jeune, n'hésitez pas, là on en a à volonté. Là. Donc on essaie de manger que ce qu'on connaît. Hein. Là il y a une algue épiphyte qui pousse dessus. C'est la règle numéro 1 du cœur qui est valable pour les plantes, les champignons et les algues. C'est qu'on ne cueille pour consommer que si on est sûr d'avoir bien identifié l'espèce, sûr à plus de 100%. Il n'existe pas d'algues connues pour leur toxicité, macroalgues, mais bon. C'est pas parce qu'une algue n'est pas connue pour être toxique qu'elle est forcément comestible. On n'a pas testé toutes les algues, hein, on ne sait jamais, hein, ça se trouve un jour on testera une algue et on va s'intoxiquer. Alors je vous présente l'algue la plus connue du monde, mais aussi la plus riche en protéines. Elle contient vraiment beaucoup de protéines. Et en plus de ça, une protéine bien assimilée par l'humain. Et en plus de ça, elle est très bonne. Et elle s'appelle la nori. On peut dire aussi le nori. Hein, son nom scientifique, c'est Porphyra. Porphyra du groupe Dioica, c'est celle-là. Alors pour l'identifier, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la laitue de mer, n'est-ce pas? Et la laitue de mer. Et la laitue de mer, c'est une algue aussi qui va avoir une consistance un peu de cellophane, donc très très fin, on voit à travers. Ah, je vous vois. On voit à travers, donc très, très fin comme du cellophane, mais c'est très vert. Là c'est ok, parfois un peu vert foncé, verdâtre, marron, marronâtre, parfois un peu rougeâtre. Mais en gros, si ça ressemble à de la laitue de mer et que c'est pas vert clair, et pas blanc aussi, parce que la laitue de mer parfois elle devient blanche, et ben c'est que c'est la nori. Donc très facile à identifier, franchement, on ne peut pas se tromper. Et en plus, c'est une algue qu'on va trouver très souvent aussi sur le haut de l'estran. Alors c'est une algue rouge, mais j'avoue que c'est une algue rouge qui est pas souvent très très rouge, quoi. Il y a quelques exceptions à la règle, mais c'est une algue rouge. C'est une algue rouge comestible hein, qu'on peut faire sécher, les faire en paillettes. On peut mettre ça dans le tartare d'algues, mais c'est surtout grillé qu'elle va libérer des parfums gourmands qui rappellent un peu la noisette, côté umami, enfin tout ce qu'on aime, enfin moi en tout cas j'adore. 28 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est assez énorme et en plus des protéines bien assimilées à presque 70% environ. Donc ça c'est bien pour les algues, très très bien, très très bien. Un petit bout. Bien sûr. Et ça se mange comme ça, non hein. Ça peut se manger comme ça aussi dans un tartare d'algues. On peut récolter la nori du 1er mai au 15 novembre. Donc du 15 novembre au 1er mai, interdit de cueillir de la nori, sinon vous allez en prison. Je rigole. La dulce, Palmaria palmata, c'est une algue rouge comme vous voyez, qui est comestible, qui est très bonne. On l'appelle aussi, lorsqu'on la fait frire, le bacon de la mer. Ça rappelle un petit peu la viande. Mais la réglementation nous dit qu'elle doit mesurer minimum 25 cm pour pouvoir être cueillie. Et ensuite, une fois qu'elle fait 25 cm, il faut la cueillir, enfin la couper quoi, comme toutes les autres. On ne l'arrache pas quoi. Donc là, elle est plutôt à 10, donc elle est trop jeune, elle est trop petite. Donc on lui dit bonjour petite dulce, comment l'identifier la petite dulce? À la différence de la gratte-loupe, je ne sais pas si vous vous rappelez, je disais que la gratte-loupe n'était pas ramifiée. Là typiquement, là c'est ramifié, et c'est ramifié de façon palmée, d'où le palmata. Et en plus de ça, les extrémités des lanières vont avoir comme des doigts. Palmés dès la base, mais aussi aux extrémités. Enfin, aux extrémités, on pourrait dire que c'est plutôt lobé que palmé. Voilà, composé de plusieurs lanières palmées et les extrémités qui ressemblent à des doigts. Les extrémités lobées qui ressemblent à des petits doigts boudinés.
Bonne algue comestible. Pareil, assez riche en protéines. Moins que la nori, mais quand même riche en protéines. Je crois qu'on est autour de 15 grammes de protéines pour celle-ci, donc moitié moins, mais quand même, c'est beaucoup pour les algues. Et pareil, ce sont des protéines moins assimilées que celles de la nori, mais c'est quand même correct, hein, c'est assimilé à 50% environ. Donc quand je dis protéines, hein, c'est protéines avec les acides aminés essentiels, donc protéines de qualité. Hein. Et ça a bon goût, ouais. Après, on peut la faire aussi en paillettes, on peut la faire en tartare, on peut la faire en sauce. Dans notre formation en ligne sur les algues, on a fait une recette de sorte de tarama. Une sorte de tarama avec la dulce. Donc on n'a pas mis d'eau de poisson, on a mis de la dulce à la place. On la garde juste pour la séance, je peux te la laisser? Oui. On la rejettera après, mais c'est pour réviser à la fin. Alors, j'ai pas du tout de notion du temps, il est 13h29. Ouais, il faut pas qu'on tarde trop. Faut pas se faire avoir, parce que voilà, j'ai le droit qu'il y ait 10% de perte. Si la marée monte, on risque d'avoir 100% de perte. Une algue brune. Là, elle était décrochée. Une algue brune, mais à la différence du haricot de mer, vous diriez quoi? Là, on est sur une algue cylindrique, un peu comme la gracilaire. Alors que le haricot de mer, c'est une algue plate, comme des tagliatelles. Donc là, on est plutôt comme des spaghettis. Ça s'appelle la bifurcaire. Bifurcaria bifurcata. Comestible, mais il y a une légère amertume. Après, si c'est blanchi, l'amertume diminue. Mais j'aime bien, moi, sa consistance. C'est bien croquant. Et puis, je trouve que l'amertume est franchement pas gênante. Hein. Quand on a l'habitude de manger des plantes sauvages, une petite amertume, c'est pas ça qui va nous faire peur. Hein. Il n'y en a pas d'autres? Alors, ça ressemble à la pelvétie canaliculée. Donc, j'avais dit qu'il y avait une confusion possible avec la pelvétie canaliculée qui était Mastocarpe. mastocarpe. Mastocarpe étoilé. Voilà, donc ça c'est le mastocarpe étoilé. On voit que les lanières vont être un peu aussi canaliculées, de la même manière que la pelvétie canaliculée. Ça c'est une algue rouge, donc on voit des petits reflets rouges, qu'on appelle aussi pioca. On peut appeler pioca, comme je disais tout à l'heure, à la fois le mastocarpe étoilé et la mousse d'Irlande ici présente, qu'on appelle aussi lichen de mer, caragène. Donc ça c'est ce qu'on appelle le chondrus crispus. Donc à la différence du mastocarpe, les lanières sont plates. On n'a pas de canal quoi. Ça ressemble beaucoup et encore une fois les cueilleurs de pioca cueillent les deux espèces indifféremment et c'est comestible. Et en plus de ça, ça contient des carragénanes et ces carragénanes permettent de gélifier. De gélifier pour faire par exemple des crèmes dessert, des flans, un bon épaississant. Ouais, c'est un E. E400 quelque chose. 407. E407, les carragénanes. Alors comme vous voyez là, il est recouvert de crustacés. De façon générale, quand on récolte des algues, on essaie d'éviter de récolter des algues recouvertes de crustacés parce que les crustacés, ils ont envie de faire leur vie et que nous, on n'a pas forcément envie de les manger. Il n'y a pas trop d'intérêt. Après, c'est pas très grave, hein. Mais c'est un peu une règle générale. C'est-à-dire, on cueille des algues, on cueille des algues. On évite aussi de retourner les rochers parce qu'on perturbe un petit peu la vie, quoi. L'algue saucisse. Une algue rouge qu'on appelle l'algue saucisse et elle est assez facile à identifier parce qu'elle va avoir comme des petits segments qui ressemblent un petit peu à des saucisses. Vous savez, quand on les serre, on fait plein de petites saucisses accrochées l'une à la suite des autres. L'Omentaria articulata, c'est son nom scientifique. L'algue saucisse, avec ce nom vous la trouverez facilement. Comestible, bonne consistance, utilisation très proche de la gracilaire en gros. Hein. Ah non, ça c'est une autre algue. Alors là la différence, ça c'est Chondracanthus acicularis. La différence, c'est que là c'est cylindrique et ça ne va pas se resserrer comme des petites saucisses. Mais c'est vrai que c'est une algue rouge qui lui ressemble un peu et qui se mange aussi. Un Chondracanthus acicularis, très commun ici, qui va se ramifier, il va avoir des petits rameaux pointus. Acicularis, ça vient du fait que ça fait des petites ramifications qui sont un peu pointues comme des épines. Chondracanthus acicularis, une autre espèce d'algue rouge comestible, assez commune, mais qui ne fait pas les petits saucissons comme l'autre. Moi je parle trop, il ne faut pas qu'on se fasse avoir par la marée. Donc ça c'est la dulce poivrée. On l'appelle aussi le poivre de mer. Alors comment vous l'appelez ici, tu me disais? La petite fougère en Bretagne. En tout cas,
à Roscoff, et apparemment vous l'appelez la petite fougère. Alors c'est une algue rouge qui est surtout abondante au printemps. Alors on est mi-octobre. Mi-octobre, il y en a encore qui repoussent, toutes belles, toutes fraîches. En effet, algue fougère, c'est pas mal pour se rappeler à quoi ça ressemble. Donc déjà, elle pousse sur les rochers. Elle va avoir une ramification qui ressemble vraiment à une sorte de plante, à une sorte de fougère, sur un plant. Et elle n'est pas bien grande, hein, elle dépasse rarement les 5 cm. Et quand on la goûte, on comprend pourquoi on l'appelle la dulce poivrée. Elle est un peu poivrée, mais en plus de ça, elle a... Ouais, c'est une des algues les plus parfumées. Manger cru. Manger cru, elle est extrêmement parfumée, elle est extrêmement intéressante. Dans notre formation sur les algues, on en a fait un beurre aromatisé à la dulce poivrée. Et là, c'est trop bon. Et il suffit d'en mettre un tout petit peu pour parfumer un plat. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment aromatique. Donc je vous invite à goûter. Il n'y a pas de réglementation, il ne faut juste pas l'arracher. On la coupe, mais il n'y a pas une taille réglementaire. Exactement, on l'appelle aussi la truffe de mer. C'est pas la seule qu'on appelle comme ça, mais il y a un petit côté truffe. Exactement, ouais. Il y a une molécule d'ailleurs en commun avec la truffe qui fait qu'il y a ce goût de truffe. Et on peut la couper 5 cm, tu dis. Alors vous vous rappelez la règle que j'ai donnée tout à l'heure. On ne cueille une algue que si elle est accrochée. L'algue peut être accrochée aussi sur d'autres algues. Cette grosse algue s'appelle le Fucus denté. Fucus denté. Et il y a donc quoi accroché au Fucus denté? Ouais, j'avoue, c'est pas facile à retenir ça. Chondracanthus acicularis. Ça, par contre, c'est plus facile. Fucus. F-U-C-U-S. Denté. Pourquoi denté? Parce que les bords extérieurs sont dentés. Ça va. Ça, c'est vraiment un fucus facile à identifier. Donc une algue brune, très commune, mais très commune plutôt milieu et bas d'estran. Comme vous voyez, on est quand même assez bas sur l'estran. Il y a un autre fucus qu'on va trouver plus haut. C'est le fucus vésiculeux. À Goémon, ça représente beaucoup d'algues. C'est un nom générique pour beaucoup d'algues brunes, dont celle-ci, ouais. Donc voilà, le fucus denté, comme vous voyez, il y en a beaucoup et il se mange. Le fucus denté fait partie des algues qui sont coriaces quand même. Donc c'est pas une algue que je vais manger comme ça en morceaux, en quantité, comme ça crue. C'est plutôt une algue que je vais faire par exemple en chips, ou que je vais mixer et que je vais faire frire, ou que je vais mélanger, à un plat, par exemple dans des galettes. C'est comme la pelvétie canaliculée. Quand c'est mangé cru, c'est très doux, peu de goût. Par contre, une fois que c'est cuit, frit par exemple, là en chips, ça, tu as l'impression de manger du poisson. Tu as l'impression de manger même, je dirais même plus, tu as l'impression de manger de la peau de poisson grillée. Ce que je préfère dans le poisson, moi. La peau de poisson grillée croustillante, là. Et donc le nom, c'était Chondra? Alors là, c'est le Fucus denté. Mais dessus, je disais qu'il y avait un Chondracanthus acicularis qui poussait dessus, regardez. Ça arrive que les algues poussent sur d'autres algues. Alors là, vous avez de la cueillette à faire à volonté. Là. Et ben moi, je l'appelle Ascophile noueux. Ascophile noueux. C'est une algue brune qui est facile à identifier parce qu'elle va avoir des lanières plates qui rappellent un petit peu le haricot de mer. Et au milieu des lanières, il va y avoir des flotteurs comme ça, les boules. Les boules, en réalité, sont des flotteurs. C'est ce qui permet à l'algue de flotter. Et donc d'avoir son thalque qui va à la surface pour capter plus de lumière. Parce qu'en fait, les algues, elles ont besoin de lumière pour vivre. Plus l'eau de la mer va être claire, et plus on peut trouver des algues en profondeur. Par exemple, dans les Caraïbes, on peut en trouver jusqu'à 300 mètres. En Méditerranée, on peut trouver des algues jusqu'à 100 mètres. Et en Bretagne et les côtes de l'Atlantique Nord, on en trouve jusqu'à 30 mètres environ des algues. Donc ça, c'est une algue pour laquelle il y a une réglementation spécifique, différente de ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus de ne pas pouvoir l'arracher, ça c'est la base, en fait on ne peut pas cueillir en dessous de 30 cm. Donc à partir de son attache, on mesure. Si elle fait par exemple 40 cm, eh ben, on n'a que 10 cm, entre 30 et 40 cm qu'on peut cueillir. Si elle fait 60 cm, on peut cueillir combien? Les maths. 30 cm. C'est une algue qui est beaucoup cueillie pour la décoration des étals de poissonniers, mais aussi pour mettre sous les huîtres et les fruits de mer sur les plateaux de fruits de mer. Et c'est une algue comestible qui va être un petit peu comme la pelvétie canaliculée, etc. Ce sont des algues qui ont un goût très doux lorsqu'elles sont mangées crues, qui sont un peu croquantes, qui ont une consistance un peu dure, mais en même temps agréable, je trouve. Donc si vous aimez les goûts doux et vous voulez consommer des algues, crues, c'est l'idéal.
Après, une fois cuite, elle va développer des goûts forts de poisson. Donc si vous voulez des goûts forts plus tôt, il va falloir les cuire, notamment quand elles sont dures comme ça. Moi, j'aime bien les faire frire. Elles poussent par le haut. Donc si vous voulez des parties les plus tendres et les plus jeunes possibles, il vaut mieux prendre les sommités. De toute façon, on est obligé, on n'a pas le choix. Il faut laisser 30 cm. Sur l'ascophile noueux, il y a une algue qui pousse. Une algue rouge très très fine qu'on appelle le pompon des ascophiles. Donc si vous voyez quelque chose qui pousse de fin comme ça, d'un peu rougeâtre, brun, noirâtre à rougeâtre, très très fin, sur de l'ascophile noueux, pas d'erreur possible, c'est le pompon des ascophiles. C'est une algue parasite de l'ascophile noueux, parasite dans le sens où elle se nourrit de l'ascophile, qui est comestible également et qui a aussi un petit goût qui rappelle la truffe. C'est très fort en goût ça, pour les sauces par exemple, c'est très bien. Pompon des ascophiles. Ça c'est facile à retenir. Pompon. La consistance des pompons à manger cru comme ça, c'est pas aussi bon que la dulce poivrée quoi. Plutôt à mixer dans une sauce. Pompon des ascophiles. Parce qu'il y a pas mal d'algues qui lui ressemblent et qui vont être sur d'autres algues. Donc si ça ressemble à ça et que ça ne se trouve pas sur un ascophile noueux, c'est que c'est pas le pompon des ascophiles, c'est une autre algue et on ne sait pas, elle n'est pas forcément comestible. Ah, Elle est décrochée, c'est une dulce. ouais, une dulce décrochée, mais là on avait la bonne taille là. Environ 50% de l'oxygène créé est créé par des algues, majoritairement par des algues microscopiques. Donc, parce que ça fait de la photosynthèse, hein, vous avez compris, dans la photosynthèse, on capte le CO2, on utilise aussi l'énergie du soleil pour fabriquer du sucre, du carbone, et ensuite on rejette de l'oxygène. Donc 50% de l'oxygène vient des algues. Donc sans les algues, tous les êtres vivants qui ont besoin d'oxygène, ils seraient en difficulté. Pareil, environ 50% du CO2 capté est capté par les algues. Par contre, seulement 5% environ est stocké par les algues parce que les algues ne font pas de bois. En fait, le carbone, normalement, il est stocké dans le bois. Donc en fait, l'immense majorité de ce CO2 est rejetée lorsque l'algue se décompose. Par contre, il existe des algues, qu'on a vu tout à l'heure, des algues qui se calcifient, donc qui vont avoir autour d'elles comme une sorte de croûte minérale, donc des algues calcifiées, et ces algues calcifiées arrivent à stocker plus longtemps le carbone. Elles ont une durée de vie finalement plus longue. Et je voulais aussi vous parler, parce que vous avez été plusieurs à me demander, mais et alors cette algue verte? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la laitue de mer. C'est une algue qu'on va trouver à la fois accrochée à des supports, mais aussi flottante parfois. Bon, dans l'idéal, hein, si on a le choix, c'est toujours mieux de prendre une algue accrochée, mais elle fait partie des algues, voilà, sachez qu'elle peut être en bon état et être flottante aussi. C'est une algue d'ailleurs qui va avoir une croissance très rapide et qui va avoir aussi une multiplication asexuée avec juste un petit morceau qui se décroche et hop, ça redonne une autre algue, quoi. Les fameuses marées vertes, ce sont des laitues de mer, enfin des ulves en général, qui prolifèrent en grande quantité. Pourquoi? Parce que les engrais venant de l'agriculture viennent dans la mer et ça devient trop riche donc, en nutriments. Et cet excès de nutriments, cet excès d'engrais dans la mer fait que les ulves en tube en profitent et prolifèrent. Et ensuite, elles s'échouent sur la plage et en s'échouant sur la plage, elles fermentent, elles pourrissent et elles dégagent des gaz qui sont toxiques pour l'humain. C'est un problème. En gros, moins il y aura d'engrais utilisés dans l'agriculture et moins il y aura ce problème-là, quoi. Ce n'est pas le cas uniquement pour les laitues de mer, il y a aussi des marées brunes. Hein. Mais voilà. Quand il y a trop d'engrais, il y a certaines algues qui en profitent plus que d'autres, qui sont en général les algues qui ont une croissance rapide. La laitue de mer est une algue comestible qui va, comme certaines algues qu'on a vues, elle va avoir peu de goût quand on la mange comme ça directement crue, mais qui va avoir plus de goût lorsqu'on la sèche et aussi plus de goût lorsqu'on la cuit. Donc on peut en mettre dans les tartares d'algues, on peut en faire des paillettes, on peut en mettre comme ça dans les salades, on peut en mettre sur les plats. Laitue de mer qui va ressembler beaucoup à la nori. En gros, c'est une algue très très fine, on voit à travers. Il y a 2 couches de cellules, très très fines, qui ressemblent un peu à du cellophane, qui va être plus ou moins large. Hein. Si vous trouvez quelque chose qui ressemble à ça très fin, c'est probablement l'ulve en tube, une autre espèce d'algue verte qui se mange aussi. L'ulve en tube, donc qui se mange comme la laitue de mer finalement. Donc, vous pouvez le mettre dans des sauces, vous pouvez le mettre dans
dans vos poêlées de légumes. Vous pouvez le mettre dans vos salades. Et puis c'est une algue qu'on peut trouver aussi sur le haut de l'estran. Donc ça fait partie des algues qu'on peut vraiment cueillir toute l'année facilement. Là, très facile à identifier, on ne peut pas se tromper. Ou en tout cas, les espèces qui lui ressemblent un peu peuvent se manger aussi, donc il n'y aura pas de problème. C'est beau et c'est bon. C'est la dulce poivrée. C'est l'autre fucus, c'est le fucus vésiculeux. Donc comme son nom l'indique, il y a des petites vésicules qu'on appelle aussi des flotteurs, donc qui lui permettent de flotter. Et pour l'identifier, celui-là, il va y avoir sur les lanières une nervure principale, une nervure centrale, et les flotteurs qui sont d'un côté et de l'autre de cette nervure. Donc c'est vraiment ça qui va vous permettre de l'identifier. C'est des flotteurs d'un côté et de l'autre, et beaucoup de flotteurs quoi. Beaucoup de flotteurs d'un côté et de l'autre d'une nervure centrale, une algue brune, qui a les parties reproductrices sur les extrémités également. Tout se mange dans le fucus vésiculeux, et un peu exactement la même chose que pour le fucus denté. Ça va être une algue qui a peu de goût lorsqu'elle est mangée crue, mais qui cuite va avoir un goût fort de poisson. Alors moi j'aime bien dans mes chips aussi parfois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ajouter du vinaigre. Donc je l'ai fait, je coupe des petits morceaux, enfin je coupe des lanières quoi, grossièrement. Hein. Je les badigeonne d'huile, je mets un peu de vinaigre, je mets des petites épices, voilà, ça dépend de l'inspiration. Ensuite je mets ça au four, jusqu'à ce que ce soit croustillant, c'est une vingtaine de minutes. Hein. Et après je les mange. De toute façon, moi dès que ça a un goût de poisson, je mets du citron ou de l'acidité, chacun ses goûts. Hein. Moi je trouve que le poisson citron ça marche très bien. Ça c'est une algue qui pousse loin sur l'estran, assez bas, mais qui là est décrochée. C'est la laminaire digitée, qu'on appelle aussi le kombu breton. Le kombu breton. On l'appelle aussi la laminaire digitée. Et je vous en ai parlé au tout début de la balade en vous disant que c'était une algue qui indiquait que le lieu n'était pas pollué. Alors pour l'identifier, on a des lanières bien épaisses, une ramification de lanières dès la base. Ça c'est le genre d'algue qui va pousser à partir d'ici. Donc tout ce qui est, en fait, la nouveauté de l'algue, elle arrive ici. Et donc elle repousse les parties plus vieilles au loin. Donc, alors que d'autres algues, la plupart des algues qu'on a vues, poussaient par l'extrémité. Donc ce genre d'algue, si on coupe ici, eh ben, on la tue. Donc ce genre d'algue, si on veut la récolter, c'est toujours au-dessus, bien au-dessus, à partir du moment où ça se ramifie. Il faut savoir que les algues, elles ne se nourrissent pas avec leurs griffes sur les supports, ça sert juste à s'accrocher. C'est pas comme des racines. Les algues se nourrissent de minéraux. Bon, déjà, elles font la photosynthèse, hein, comme pour le sucre. Mais pour les minéraux, elles se nourrissent sur l'entièreté du tal, ou presque, dans le milieu ambiant, quoi, dans l'eau. Quoi. Donc c'est lorsqu'elles sont immergées dans l'eau qu'elles vont capter les minéraux un peu partout sur le tal. Et donc pas par ces accroches. Ici, c'est en forme de griffes. La laminaire digitée va avoir un stipe assez rond, mais quand on le coupe comme ça, on voit que c'est ovale. Donc comme je disais, c'est digité, donc c'est vraiment ramifié, un peu comme la dulce palmée là. Des lanières assez longues, hein. C'est une algue qui peut être très grande, encore plus grande que ça. Et donc je disais, ça se mange quand c'est accroché, mais il ne faut pas en abuser parce qu'elle contient vraiment beaucoup d'iode. Là, on est parmi les algues qui contiennent le plus d'iode. Donc c'est mieux de les faire bien tremper ou de les faire blanchir avant de les manger. Et par exemple dans la formation on a fait un chou-fleur à la laminaire digitée où on l'a englobé de la laminaire et on l'a mis au four. Donc ça a parfumé tout le chou-fleur. C'est vraiment des genres d'algues à utiliser en condiment, petite quantité ou alors comme ça pour parfumer un peu. Cette algue qui a été brûlée dans les fours à Goémon. Et oui, c'est une des algues qui était brûlée dans les fours à Goémon pour en extraire la soude et faire du verre au XVIIIe siècle. Donc comme je disais, la tradition chemin de la nature à la fin des balades, c'est d'aller boire un coup. Alors ceux qui peuvent, qui ont un peu de temps, on va aller tranquillement marcher vers le port, boire un petit verre en terrasse avec ce beau temps. Ceux qui ne peuvent pas, ben, je verse une larme, mais à la prochaine. Et puis merci pour votre attention. Merci pour, Avec plaisir.